finalement celle qui crée l'histoire dans cette loi. Le président fait face à un problème. Il a été élu en 2021 sur la base d'un certain nombre de promesses électorales. Ces promesses électorales étaient quand même ambitieuses, parce que 5000 km de route, 2700 km de voies ferrées, une industrie pétrochimique, le raffinage du pétrole, le début de l'exploitation du pétrole et du gaz, la construction d'une ville universitaire à Damara, qu'on va appeler Bangui 2, et d'une nouvelle ville Bangui 2, etc., etc. Vraiment, c'était très ambitieux et ça se chiffrait à 42 milliards de dollars. En dollars, en plus. Oui. Okay. Alors, si vous prenez un pays qui a un PIB inférieur à 5 milliards de dollars, vous commencez à vous demander, il y a deux choses. Soit ce président, c'est un populiste qui n'est pas sérieux, soit vous vous dites, vous vous souvenez que ce monsieur est quand même professeur de mathématiques quantiques et de cryptographie depuis 36 ans, et que tout ce qui se fait en matière qui touche à la cryptographie, il en est l'un des meilleurs experts aujourd'hui dans le monde. Vous vous dites, il n'est pas fou. Il y a quelque chose qui s'est passé dans son comité électoral et c'est de là que vient cette promesse électorale. Le problème, c'est que il a 42 milliards à trouver, mais il est dans un contexte monétaire assez particulier. Où, clairement, pour qu'il ait 42 milliards de dollars, il faudrait que ses revenus d'exportation aient atteint 84 milliards de dollars, au moins. Parce que officiellement, du fait du franc CFA, il devra laisser 50% dans le compte des opérations. Mais ce n'est même pas sûr qu'il pourra toucher 50% parce que les frais, taxes, etc. risquent de faire monter les retenues jusqu'à 85%. Donc, ce n'est même pas 84 milliards qu'il faut qu'il exporte. Il faudrait que ce monsieur, puisque nous avons 42, on va le diviser par 3. Donc, en divisant 42 par 3, je crois que nous avons combien? Nous avons donc 30, nous avons 14 milliards. Donc, 14, si on divise par 3, ça fait 14 milliards. Donc, il faudra considérer que si on prend 14 milliards, il faudrait que le président exporte 140 milliards pour 140 milliards de dollars pour espérer toucher 42 milliards, c'est-à-dire 15%. C'est quand même quelque chose de terrible. Hein? C'est-à-dire qu'il doit avoir des revenus d'exportation de 140 milliards de dollars pour espérer couvrir son programme électoral de 42 milliards de dollars seulement. Voilà une mission assez... mission impossible. Mais pas pour un descendant du pays de Punt. N'oubliez pas que le pays de Punt, c'est de là que partent les valeurs qui vont construire la Nubie et l'Égypte antique. Alors, il se fonde sur ses acquis professionnels, enseignants d'université, ses acquis personnels, spécialistes de mathématiques quantiques et de cryptographie, et propose à son pays de contourner, de régler deux problèmes immédiats, qui sont des problèmes politiques forts. La tutelle monétaire de la France via le franc CFA, et dans le même mouvement, la sécurisation des recettes d'exportation de son pays. Évidemment, la Banque mondiale, la BAD, la CEMAC, etc., la BEA, FMI et autres. FMI, le discours de tous les jours à l'endroit de nos pays qui utilisent le franc CFA, sécuriser les recettes. Et on commence par sécuriser celles qui viennent de l'extérieur, non, puisque eux-mêmes viennent de l'extérieur. Donc, on sécurise celles-là, et il va donc pouvoir sécuriser les recettes d'exportation, parce que le compte des opérations du Trésor français n'est pas outillé pour gérer les bitcoins, et il n'y a rien dans les dispositions communautaires ou les accords avec la France qui parlent de bitcoin. Je pense que à ce moment-là, il va se faire payer en bitcoin toutes ses exportations, et là, il détiendra une certaine réserve qui lui donnera la capacité d'investir, et c'est la totalité de ses exportations qu'il pourra avoir à disposition pour réinvestir. Et donc, il règle ce problème en se disant, je pourrais donc disposer ainsi de mes 42 milliards. Évidemment, c'est pas qu'il y aura des recettes d'exportation de 42 milliards seulement. Ça peut être un peu moins, mais les effets de levier divers et les retours d'investissement peuvent effectivement permettre de monter jusqu'à 42 milliards de dollars. Il décide donc de proposer à son peuple le Bitcoin. Pourquoi le Bitcoin? Parce qu'il faut faire une différence fondamentale entre le Bitcoin et
les autres crypto-actifs, parce que les autres, on les appelle justement des crypto-actifs. Mhm. Le Bitcoin, à la différence de tout le reste, n'appartient à personne. D'ailleurs, celui qui lance le Bitcoin, Satoshi Nakamoto, personne ne sait d'ailleurs, personne ne sait qui c'est. On ne sait pas si c'est une personne ou un groupe de personnes. On ne sait pas. On ne sait pas du tout. Est-ce une personne, un groupe de personnes qui se cache derrière. On ne sait pas. Le Bitcoin, dans tous les cas, n'appartient à personne. Et il se trouve que sur le plan de la stabilité et de la sécurité, c'est une monnaie fiable. Et dans les documents de base présentés par Satoshi, il est écrit que c'est du electronic cash. C'est-à-dire que c'est du cash, c'est de la monnaie. Quand vous dites cash, donne-moi du cash. Donc, voilà. Donc, c'est du cash, mais sous forme électronique. C'est vraiment de la monnaie. La différence aussi, c'est que les autres, disons, crypto-monnaies, sont généralement des produits mis sur le marché par des promoteurs d'entreprises et qui peuvent donc, à tout moment, ils peuvent décider de l'avenir de ces crypto-monnaies. Mais le Bitcoin, personne ne peut décider ni de l'arrêter, ni d'en interdire l'utilisation. C'est tout simplement impossible. D'accord, mais parlons justement de Sango. Merci déjà d'avoir fait ce bref résumé. Le 23 mai dernier, Sango voit donc le jour. C'est une crypto-monnaie, un crypto-actif? Non, il y a justement, il faudrait qu'on donne certaines précisions. Sango, c'est pas une monnaie. La Centrafrique a dit dans sa loi, le Bitcoin est la monnaie de référence de la Centrafrique. Sango, c'est pas une autre. Qu'est-ce que c'est? C'est pas une crypto-monnaie. Qu'est-ce que c'est alors? Sango, c'est une plateforme. C'est la plateforme sur laquelle toutes les transactions en crypto, en Bitcoin, parce que c'est ça qu'ils vont utiliser, et éventuellement, s'il y a des crypto-monnaies qui peuvent se greffer dessus, c'est sur cette plateforme que les opérations se passeront. Ce qu'on appelle dans le domaine de la blockchain, c'est ça? Non, la blockchain, c'est la technologie générale qui a permis qu'on puisse utiliser, qu'on puisse arriver à la crypto-monnaie et au Bitcoin de manière générale. Ça, c'est la technologie qu'utilise tout le monde, qui est la blockchain. Mais il faut comprendre, expliquer à tous nos téléspectateurs que la blockchain, c'est vraiment un registre, hein. C'est un grand registre électronique. C'est pas de la science-fiction. C'est un grand registre électronique qui est donc, comme on l'appelle, ça fait par bloc. Donc, à chaque fois, il y a des blocs qui sont assemblés. Et c'est cet assemblage si particulier qui fait que vous n'avez pas la capacité ni de modifier les transactions dans les écritures, ni de pouvoir contrôler le système. Parce que ça se passe entre deux personnes qui se font confiance et c'est simplement validé par le réseau de milliers d'ordinateurs et de serveurs à travers le monde. Donc, pour que vous puissiez arrêter le Bitcoin, vous devez arrêter tous ces serveurs et tous ces ordinateurs, ce qui est absolument impossible. Il y en a 100 millions, il y a 100 millions de personnes qui utilisent aujourd'hui cette monnaie à travers le monde et ça va être très compliqué d'aller prendre dans le téléphone portable de chacun ou l'ordinateur de chacun ou les serveurs disséminés à travers le monde, ce qui a été fait. Donc, Sango, c'est pas une autre crypto-monnaie. La Centrafrique n'a pas l'intention de créer une crypto-monnaie. La Centrafrique a adopté le Bitcoin. Et donc, Sango, c'est la plateforme des transactions, la plateforme d'investissement. Et il faudrait que les gens comprennent la nouveauté qu'introduit la Centrafrique. Généralement, le Bitcoin, les crypto-monnaies, c'est présenté sous l'angle du trading. On les échange, on achète, on revend. Ici, il s'agit d'une innovation majeure, c'est qu'un État lui-même devient Bitcoiner, c'est-à-dire utilise le Bitcoin, accepte d'être payé en Bitcoin et va lui-même payer, acheter en donnant du Bitcoin. Et l'architecture est telle que l'État, grâce aux exportations, va recevoir des Bitcoins parce qu'il va demander à ses clients, dans le cadre du commerce international, de payer ses matières premières, tout ce qu'il exporte en Bitcoin. Et maintenant, c'est à partir de là, disposant de ces Bitcoins, que l'État va faire exactement ce qu'il fait aujourd'hui avec le franc CFA. C'est-à-dire irriguer le système économique via les salaires, via la commande publique avec ce Bitcoin-là. Et la conférence du 27 mai dernier marquait donc le lancement officiel des activités autour du Bitcoin en Centrafrique. Et elle a été organisée par le Conseil économique et social. Il faut noter que chez eux, le Conseil économique et social est élu. Des membres comme le président. Et il y a eu des personnes venues de plus de 10 pays dans le monde qui ont exposé, qui ont formé l'élite nationale, les ministres, les députés, les conseillers économiques et sociaux, les opérateurs économiques. Qu'est-ce que le Bitcoin? En quoi consiste-t-il? Comment va-t-on l'utiliser? Et il y a aujourd'hui des projets pour faire rapidement un portefeuille Bitcoin pour pouvoir payer,
Et ça permet d'anticiper sur l'interdiction du franc CFA, conversion franc CFA, Bitcoin. Donc il y a déjà un porte-monnaie. On a contourné ça avant que ça n'arrive. Oui, il y a cela. Et pour juste finir, il y a également d'autres éléments. C'est tout l'écosystème économique qui est autour du Bitcoin. Il faut miner le Bitcoin. Il y a déjà plusieurs projets qui vont probablement commencer bientôt. Et il y a des besoins en ressources humaines. Il faut beaucoup de développeurs, d'experts en génie logiciel qui vont devoir aller là-bas dans le secteur de l'électricité, etc. Merci, Dr Yam. Je rappelle justement que vous avez pris part à cette conférence qui s'est tenue à Bangui à partir le 27 mai dernier. Alors, dans le fait, qu'est-ce que ça change pour les habitants du pays francolin? Quelle est la nouveauté? D'accord, on utilise le Bitcoin. Pour la jeune dame qui vend ou qui achète les feuilles de manioc au marché pour faire le plat local là-bas, qu'est-ce que ça change pour elle exactement? Ça change tout. Mais alors, ça change fondamentalement tout. Parce que je ne sais pas s'il est possible de rentrer par cet angle-là et véritablement permettre à ceux qui nous écoutent de comprendre si on ne rappelle pas déjà d'où nous venons. Parce qu'on l'a déjà dit, mais il est important de le marteler. C'est l'effet de simple exposition. Pour que les gens comprennent que l'enthousiasme que draine ce mouvement en Centrafrique n'est pas juste assis sur les émotions de crypto-optimistes qui croient que c'est une solution tombée du ciel. Il s'agit d'analyser de façon froide et rigoureuse l'écart que ce projet, que cette évolution crée entre la situation d'hier et celle qui s'ouvre pour le peuple centrafricain aujourd'hui. Avec le franc CFA, on ne le dira jamais assez, il y a une sorte de flicage de développement. Je vais expliquer ce que c'est que le flicage. Le franc CFA, c'est une agence de renseignement qui, via les banques, permet à la France de savoir exactement quel type de projet on va implémenter dans quel pays. Quel impact cela peut avoir sur le développement et, comment je vais dire, l'autonomisation de ce pays-là ou de ce peuple-là. Et grâce à cette arme-là, ils peuvent bloquer en amont tous les projets qui leur font perdre la main. Tous les projets susceptibles de leur faire perdre la main sont bloqués automatiquement. Je ne veux pas revenir sur l'argument déjà de la ressource financière que ce projet va apporter à la Centrafrique. Cela a été brillamment développé par Dr Yam. Je veux rappeler simplement que même quand vous auriez un peu d'argent, même quand les 15% ou 25% seraient arrivés dans l'économie nationale, vous n'avez même pas la possibilité de l'utiliser comme vous voulez parce que la banque va bloquer. Parce que ça va passer par la banque et la banque va trouver un moyen de bloquer cela. Un moyen d'en parler à une multinationale qui viendra vous doubler sur le terrain du projet que vous vouliez développer. Et qui, elle, peut travailler et faire sortir son argent en totalité de votre pays. Donc, une fois que cela est dit, ça nous permet de comprendre jusqu'où les avancées de Centrafrique sont importantes. Jusqu'où ça change quelque chose pour les gens. Parce que précisément, les gens peuvent désormais commercer, que ce soit au niveau microéconomique ou au niveau géostratégique. La Centrafrique pourra parler de tu à tu avec le reste du monde. Parce que lorsque vous êtes un président d'Afrique, pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas compétir? Pourquoi vous ne pouvez pas parler là où les autres présidents parlent, pour le dire trivialement? Parce que vous ne pouvez rien, vous n'apportez rien, vous n'apportez aucune plus-value à votre pays. Tout ce dont vous avez besoin, vous allez leur demander. Et donc, ils vous donnent ce qu'ils vous donnent avec les conditions qui vont avec. Vous ne pouvez donc rien implémenter chez vous. C'est la possibilité pour le président de Centrafrique de devenir le président de son pays. C'est-à-dire qu'il se donne là le droit d'être le président de son pays et de n'avoir à rendre compte qu'à son peuple. Parce que finalement, avec le franc CFA, à qui est-ce que les présidents d'Afrique francophone rendent compte? Puisque du jour au lendemain, on ferme un pipe, on bloque un pipe et puis tu es mort. Il suffit qu'on ferme un pipe là et puis c'est fini. En trouvant ce tremplin-là. C'est le substitut tout trouvé du franc CFA, c'est ça que vous dites. Et qu'on pourra l'utiliser aussi facilement quand je vais vous expliquer, parce que j'ai quelques gens... Je rappelle que vous êtes pro-crypto-monnaie. Donc, il faudrait écouter jusqu'à la fin. C'est bien de préciser qu'il est aussi avocat. Oui, c'est pour les téléspectateurs. C'est pour ça que je précise qu'il faudrait que ceux qui nous regardent puissent
peut-être partager votre enthousiasme, mais de le faire en comprenant ce que c'est que la crypto-monnaie. Il faudrait qu'il le fasse en téléspectateur conscient. Hein, c'est ça que je veux dire. Oui, absolument. C'est d'ailleurs le but de l'exercice. Je voudrais qu'on entre vraiment dans le détail de la crypto-monnaie pour comprendre. Donc, vous dites que la crypto-monnaie sera utilisée un peu comme s'utilise le franc CFA actuellement en Centrafrique. Voilà pourquoi je viens rarement avec des notes. Mais il y a quelqu'un qui m'a passé une commande spéciale, alors je lui ai dit, je vais te satisfaire. Pour qu'on comprenne très bien ça d'un point de vue normatif, j'ai pris quelques notes. Les textes qui constituent la BEAC dans leur article 23, texte de l'UMAC, disent que la BEAC a 5 missions. Définir et conduire la politique monétaire, émettre les billets et pièces, conduire la politique de change, détenir et gérer les ressources officielles de change et promouvoir le bon fonctionnement des systèmes de paiement et de règlement. Voilà les 5 missions de la BEAC. Vous me verrez venir. Il se trouve que précisément, la loi qui a été prise en Centrafrique, ou même le Sango, l'écosystème qui a mis en place, je reviendrai, ne sont pas des monnaies, ne sont que des monnaies numériques. Ça veut dire qu'à aucun moment, le texte pris en Centrafrique ne se met en contradiction avec les textes de l'UMAC. La Centrafrique n'émet pas de billets. Elle n'émet pas de pièces. Donc, elle n'a rien fait qui soit en contradiction, suivant l'article 23 de l'UMAC, avec ces textes-là. Il n'y a rien de fait. Parce qu'il faut que... Vous allez comprendre pourquoi ces gens... Parce que ça, c'est sur la forme d'abord. Vous allez comprendre pourquoi ces gens ne veulent pas nous aider. Et pourquoi nous devons faire le travail que nous faisons, de structuration que nous faisons. Le travail de mobilisation que nous faisons. Il se trouve que dans la loi prise, dans l'article 4 de la loi qui a été votée et promulguée en Centrafrique, il disait clairement que c'est numérique. Ça n'existe pas sous la forme physique ou matérielle. Ça n'existe pas. Donc, il n'y a rien à aller chercher. Or, en octobre 2020, M. Toli, qui est le gouverneur de la BEAC, avait fait un communiqué, avait produit un communiqué, dans lequel il disait que les unités de crédit, c'est-à-dire quand vous allez dans votre téléphone faire le crédit, on doit enlever franc CFA. Il a dit, on doit enlever le franc CFA sur les unités de crédit. Voilà pourquoi vous ouvrez. Il n'y a plus CFA, c'est unité. Unité maintenant. D'accord. Cela veut dire quoi? Cela veut dire quoi? Il faut qu'on se comprenne très bien. Cela veut dire, puisque quand vous achetez du crédit, on vous met 10 000 U est égal à 15 gigas. Je dis n'importe quoi. D'accord? 10 000 U est égal à 15 gigas. Vous donnez 10 000 francs CFA. Ça veut dire que le gouverneur lui-même de fait a créé une autre unité de paiement appelée U. Bien sûr. Le U devient une unité de paiement simplement puisque 10 000 U est égal à 10 000 francs CFA. C'est une conversion. On a converti dans une autre unité de paiement. Je ne sais pas si on va appeler monnaie, mais c'est une autre unité de paiement. De toutes les façons. Je ne sais pas si on se comprend. Il ne peut donc pas, celui qui a fait ça, ne peut donc pas reprocher à la Centrafrique de dire que désormais, mon CFA là que les gens veulent m'envoyer, je vais convertir en Bitcoin. Il m'envoie ça par là. C'est lui-même qui a introduit la possibilité de le faire. Par ce communiqué. Ce n'est pas du juridisme, c'est du juridique. C'est simple à comprendre. C'est simple dans l'analyse. L'article 13 de la loi qui a été votée en Centrafrique, elle parle de la création d'un organe de contrôle ou de régulation des transactions électroniques et de la crypto, ANTE. Ça veut dire que la Centrafrique n'a pas décidé de créer une banque centrale. Elle n'a pas décidé de créer rien d'autre qui soit en contradiction avec les textes de l'UMAC. Elle dit non, je crée une agence de régulation des crypto-monnaies et des paiements électroniques et des transactions électroniques. Mais pour les besoins de comptabilité, c'est l'article 9, la monnaie légale utilisée en RCA est considérée comme monnaie de référence. C'est ce dont parlait le docteur Yamtimba. C'est-à-dire que ce que nous avons pris là, le Bitcoin, nous ne contestons pas le franc CFA. Le franc CFA reste où il est. Ça devient simplement une monnaie de référence interne à partir de laquelle nous calculons, nous transigeons, nous commerçons. Attends, ok. Monnaie de référence, ça veut dire que désormais, le Bitcoin, dans les échanges, que ce soit au niveau micro ou macroéconomique, est préféré au franc CFA désormais, c'est ça? Préféré, pas dans la loi.
dans les usages, les gens se retourneront vers ce qui leur apporte le plus de flexibilité, de rapidité, ce qui répond le mieux à leurs besoins et ce qui leur permet, je dois le dire, de transiger de façon un peu plus efficace avec le reste du monde. C'est-à-dire que si vous avez, je vous donne un exemple, si vous allez faire les affaires en Occident ou en Orient et que vous devez voyager soit avec le franc CFA et le dollar, qu'amènerez-vous? Vous amènerez la monnaie qui vous permet de transiger le plus aisément. Donc, on ne pourra pas faire le procès en sorcellerie aux Centrafricains de préférer le Bitcoin à une autre monnaie, si tant est que les Centrafricains trouvent dans cette monnaie-là quelque chose qui leur permette de travailler mieux avec le reste du monde. Donc, ce n'est pas la loi. La loi n'a créé aucune hiérarchie entre les monnaies et les unités de paiement. La loi a simplement dit que désormais, à côté du franc CFA, il y a également le Bitcoin qui peut nous permettre de procéder aux échanges internationaux. Donc, si je devrais conclure sur cette première partie, c'est de dire que, eu égard à tout ceci, la Centrafrique a simplement donné à son peuple les moyens de travailler avec le reste du monde, les moyens de recevoir le juste prix de leur labeur. Je ne sais pas si on se comprend. Le franc CFA a connu et continue de toutes les façons de faire connaître à la zone du monde dans laquelle elle est, ou il est le franc CFA, les affres de l'asservissement monétaire. On se comprend bien. Il faut, de temps en temps, même si on n'est pas tout à fait d'accord avec les diatribes autour du franc CFA, c'est-à-dire que l'utilisation des mots plutôt, il faut reconnaître qu'on est en guerre. C'est si on perd l'aspect guerre de vue qu'on se trompe. On est en guerre. Chaque fois qu'on parle de franc CFA, mais toutes les guerres ne sont pas armées. Encore que quelquefois le franc CFA a utilisé les armes pour s'imposer. Mais on est en guerre. Donc, il faut réfléchir dans cette affaire, non pas seulement comme des intellectuels puérils, mais comme de véritables soldats idéologues qui savent que ce qui est en train de se passer en Centrafrique, c'est un phare dans le noir pour l'Afrique francophone, pour l'Afrique du CFA. C'est un phare dans le noir. Et les peuples de Centrafrique l'ont compris déjà. Voilà. En tout cas, on est en guerre et on parle du nerf de celle-ci. On va revenir justement sur la monnaie. S'il est vrai que la crypto-monnaie est considérée comme telle, et c'est avec vous, docteur Ndoma, Aristote fonde les fonctions de la monnaie sur un triptyque de 3 éléments. Le troisième en particulier nous intéresse et c'est sur celui-là que je vais vous relancer, l'intermédiaire des échanges. Est-ce que la crypto-monnaie, justement, permet d'assurer cette garantie, justement, cette fonction de la monnaie, l'intermédiaire des échanges, étant donné que tout le monde n'est pas forcément pour la crypto-monnaie aujourd'hui? Alors, selon la définition des 3 caractéristiques de la monnaie par les autres, par les Occidentaux, ça commence là. Oui, par les Occidentaux, c'est même la caractéristique qui est reconnue de fait, c'est-à-dire un moyen d'échange, la crypto-monnaie. Ça, c'est la première caractéristique qui est reconnue. D'accord, mais pour échanger, pour que j'échange avec vous, il faudrait bien que le bien désiré puisse trouver son pendant dans ce que je propose. Donc, est-ce que la crypto-monnaie offre justement cette facilité dans les échanges avec des personnes qui ne sont pas forcément pro-crypto-monnaie? Tout le monde n'est pas pro-CFA. Je comprends beaucoup mieux la question. Le problème, c'est que je peux pas vous chasser. Ça permet de préciser quelque chose que Maître Ninja a relevé. Parce que les téléspectateurs, pour la majorité, pour la plupart, se demandent toujours comment on passe de quelque chose qui est virtuel, d'une monnaie virtuelle, au cash, c'est-à-dire à une monnaie fiat. Je préfère dire fiat, parce que fiat n'est pas forcément fiduciaire. Fiat, c'est que l'État reconnaît cette monnaie-là. Donc, le CFA est imposé, certes, par le colon, mais les États ont reconnu le CFA. Donc, le CFA est une monnaie fiat. Alors, il y a ce qu'on appelle les plateformes d'échange pour permettre de convertir le Bitcoin ou autre crypto-monnaie, mais là, on parle surtout du Bitcoin, en monnaie fiat, c'est-à-dire en CFA. Ça veut dire clairement que en République centrafricaine, comme dans d'autres pays d'ailleurs, il y a des gens qui ne vont pas se faire payer par le Bitcoin. Et c'est normal, c'est même prévu dans la loi qui a été votée, que ces gens-là ne sont pas obligés, n'est-ce pas, d'accepter, si les conditions d'acceptation du Bitcoin ne sont pas réunies. Il y a même les cryptomates
de Bitcoin, c'est-à-dire que comme vous connaissez des guichets automatiques de billets, il y a des guichets automatiques de Bitcoin. C'est vrai, en Salvador, on en a créé 13 000. Et vous imaginez bien qu'il y en aura en RCA. C'est-à-dire que pour une maman qui ne sait pas ce que c'est que le Bitcoin, mais qui vend ses arachides, sa banane, mais on va au cryptomat, on tape le franc CFA sort, on paye la maman avec son franc CFA. Donc le franc CFA va... Il revient donc le franc CFA. Qu'est-ce qui change donc dans le fait? Alors, ce qui change, je pense que mes prédécesseurs l'ont suffisamment relevé. Parce que les changements sont bouleversants. Ils sont stratégiques. Il a commencé par l'engagement pris. Le docteur Yam a commencé par l'engagement pris par le président Touadéra lors de sa récente réélection. Donc, 42 milliards de dollars, ça ne va pas. Il faut qu'il trouve ses moyens. Et avec le projet qui est mis en place, il va trouver ses moyens et loin au-delà. C'est sûr. Ça, c'est clair. Donc, Maître Ninja a embrayé pour dire que mais le franc CFA en lui-même, c'est un agent de renseignement. Et il a démontré pourquoi c'est le cas. Parce que ceux qui vous donnent le franc CFA, ce sont eux qui vous disent que vous ne devez pas investir dans l'agriculture pour que vous atteigniez une certaine autosuffisance alimentaire. Et vous savez qu'investir dans l'agriculture, par exemple, ça demande de gros moyens. Parce que ce sont des investissements durables. Vous avez besoin de ce qu'on appelle les ressources longues. Vous voyez? Donc, pour construire une route, pour bâtir une autoroute, vous avez besoin de gros moyens. Qui vous les donne? Donc, si le colon ne veut pas que la route soit bâtie, parce que là où la route passe, le développement suit. Le colon va fermer le robinet. Ça veut dire que vous n'aurez pas le CFA pour pouvoir construire cette route. C'est aussi, on peut expliquer ça aussi simplement. Parce que nous sommes, et ça montre qu'effectivement nous sommes en guerre. En face, on a le colon avec toutes ses ramifications, toutes ces fausses institutions qu'il a mises en place pour nous donner l'impression que ces institutions-là sont là pour nous. On a vu la réaction de la BA, qui est supposée être la banque centrale, notre banque centrale à nous. Vous voyez la réaction. Vous voyez la COBAC. On oublie que le FMI lui-même avait déjà réagi. Mais on parle là des institutions qui sont supposées être celles qui représentent les intérêts des pays de la zone. Justement, parlons de banque et je reste avec vous. On sait aujourd'hui que la crypto-monnaie, et c'est l'un des principes de cette nouvelle monnaie, c'est qu'elle échappe à toutes les banques. Justement, est-ce que ce n'est pas un problème, ça, de ne pas pouvoir être contrôlé? Non, elle n'échappe pas aux banques. C'est bien de poser la question. Okay. Je vais vous dire. Elle n'échappe à aucune banque. Il n'y a pas de banque au monde de crypto-monnaie. Soyons sérieux. La crypto-monnaie, le Bitcoin naît suite à la création de la blockchain, qui est d'ailleurs appelée aussi Internet 2.0. Tant qu'Internet existe, c'est pour ça que certains spécialistes vous diront, tant qu'Internet existe, on ne pourra pas arrêter les crypto-monnaies. Pas du tout. Voilà. Donc, arrêter Internet, les crypto-monnaies vont mourir. Le monde naturel. Donc, voilà. Tant qu'Internet existe, les crypto-monnaies vont exister. Les crypto-monnaies naissent parce que le système bancaire en place a failli. Parce que ce sont des individus qui, finalement, gèrent notre argent, qui font tout ce qu'ils veulent, quand ils veulent, en donnant l'impression qu'ils sont des tiers de confiance. Il y a une crise de confiance qui s'est manifestée particulièrement en 2008 et qui a conduit, n'est-ce pas, un certain Satoshi Nakamoto, le docteur Yam l'a relevé, de réfléchir à comment on peut faire des transactions financières directement sans passer par ce soi-disant tiers de confiance qui a quand même échoué. Vous voyez? Donc, mais ces tiers de confiance sont les banques, c'est le système bancaire. Vous ne pouvez pas dire que les crypto-monnaies échappent aux banques. Il y a un certain nombre d'études qui sont menées depuis pratiquement 10 ans par des banques sur la crypto-monnaie. Il y a des banques qui ont créé déjà leur propre crypto-monnaie. Par exemple, JP Morgan, aux États-Unis, a créé sa crypto-monnaie. Ça fait plus d'1 an, maître, que JP Morgan a créé sa crypto-monnaie. Donc, les banques savent exactement ce que c'est. Leur préoccupation, c'est de tout faire pour rester les seuls maîtres
pour contenir le pouvoir qu'ils ont, le pouvoir central qu'ils ont, de pouvoir décider qui va avoir quel montant et qui va investir dans tel ou tel domaine. C'est ça leur préoccupation. Ce n'est pas qu'elles ne connaissent pas, elles comprennent bien le Bitcoin. Même la BEA qui interdit, sait ce que c'est que les crypto-monnaies. Donc, il ne faut pas que les législateurs pensent que les banques ne savent pas. C'est même parce qu'elles comprennent très bien que la plupart d'entre elles font tout pour s'y opposer. Maintenant, pourquoi est-ce que nous avons des banques qui ont déjà créé les banques centrales? Bien sûr, des banques qui ont centrales. déjà créé leurs crypto-monnaies. Moi, j'ai relevé une étude de la Banque des règlements internationaux qui dit que 87% des banques centrales ont déjà expérimenté leur crypto-monnaie de banque centrale. 87%. Cette étude date d'environ 6 mois. Vous voyez? Donc, ça signifie que les crypto-monnaies sont acceptées par ces banques pourvu qu'elles détiennent le dernier mot. Et les crypto-monnaies de banque centrale, pour le préciser, parce que certains vont dire, ah, elles fluctuent beaucoup, les crypto-monnaies. On reviendra sur leur caractère volatile, hein, justement. Voilà, les crypto-monnaies de banque centrale sont ce qu'on appelle des stable coins en anglais, c'est-à-dire qu'elles ne fluctuent pas. Bon, on va dire qu'elles ne fluctuent pratiquement pas, puisque quand on sait exactement ce que c'est que l'essence des crypto-monnaies, on va dire qu'elles ne fluctuent pas. D'accord. Donc, c'est pour répondre à votre question en disant, les banques connaissent très bien les crypto-monnaies, et il y a des pays comme l'Allemagne, où on avait déjà autorisé aux banques il y a 2 ans de reconnaître les crypto-monnaies comme crypto-actifs. Le docteur Yama a utilisé cette expression. Donc, il y a des banques autorisées déjà dans certains pays à gérer les crypto-monnaies. Récemment, les plus grandes banques aux États-Unis, j'ai cité JP Morgan, les Wells Fargo, je crois Morgan Stanley aussi, etc., ont déjà mis en place des fonds en Bitcoin, etc. Donc, on ne peut pas dire que les banques ne savent pas. C'est le commun des mortels qui n'est pas au courant de tout cela, qui peut penser que les banques ne savent pas ce que c'est, et c'est pour ça qu'elles ne seraient pas d'accord. Non. D'accord. Même parce qu'elles savent très bien ce que c'est. 3 janvier 2009, justement, apparaissait au monde cette nouvelle monnaie, la crypto-monnaie. Et on rappelle justement qu'on a dit en introduction, le 7 septembre 2021, au Salvador, on annonçait la création ou alors l'adoption de la crypto-monnaie comme monnaie légale aux côtés du dollar. Et le président Nayib Bukele voulait ainsi s'affranchir de l'impérialisme monétaire que lui impose l'utilisation du dollar américain. Alors peut-être la même chose est en train de se passer en Centrafrique, parce que à la sortie de Sango, justement, le président professeur Akange Touadéra dit de cette initiative, l'a renommée d'ailleurs la première initiative concrète, et il précise, je cite, « Elle va au-delà de la politique, de l'administration et a le potentiel de remodeler le système financier de la RCA. » On se pose la question ce matin, est-ce que ce désir d'émancipation des puissances occidentales qui asphyxie les économies africaines, en RCA en particulier, est-ce qu'on ne change pas un maître pour un autre? On veut quitter le franc CFA, on prend la crypto-monnaie, est-ce qu'on ne change pas un maître pour un autre tout simplement? Merci beaucoup pour la question, mon frère. Beaucoup ont tendance à diaboliser certaines tentatives visant à amener les pays africains sur la voie de l'émancipation. J'ai constaté avec beaucoup d'attention et d'intérêt ce qui se passe en Centrafrique, et je me rends compte que l'initiative du président Touadéra est justement de permettre à l'État d'avoir les moyens de sa politique. L'initiative en elle-même n'est pas mauvaise. Nous resterons interrogateurs sur l'option choisie. Voyez-vous, comme je vous l'ai dit, et je vais vous le démontrer. Premièrement, le phénomène crypto-monnaie est trop récent. Voyez, c'est en 1995 que David Chaum, un cryptographeur américain, a l'idée donc de créer une monnaie qui ne sera pas contrôlée par les banques centrales. Pas des banques centrales, c'est ça. Et qui sera pratiquement intraçable. C'est en 1995. C'est très récent ici. Moi, j'avais déjà le bac. Voyez-vous? Donc, c'est très récent. Voyez. Et donc, quand il pense cela, il a créé la première crypto qu'il a appelée DigiCash. La première crypto-monnaie. 1995. 2008, 2009, vous avez Bitcoin. C'est ça. 2021, vous avez le Salvador qui adopte la crypto-monnaie comme un moyen d'échange. Devenant par là même le premier pays à le faire. Voilà. Donc, le phénomène est trop récent.
il faut avoir la mesure de ne pas tomber dans les effervescences. Parce que quand vous regardez le Salvador, vous voyez, c'est un pays qui a longtemps été sous la dictature du dollar. Hein? Et d'ailleurs, c'est un pays que je prends en exemple pour parler d'un autre pays qui est le mien, la RDC. La RDC a sa monnaie qu'on appelle les francs congolais. Mais allez-y au Congo, tu peux même aller en boutique avec 5 $, tu achètes la nourriture, on te donne. Donc il y a une dollarisation de l'économie congolaise à outrance. Cette dictature empêche à l'État d'engager des devises pour pouvoir financer son économie. Donc cette initiative en soi répond à un besoin. Et là je repars vers les États-Unis. Répond à un besoin, celui d'échapper à la dictature financière ou à la dictature des financiers internationaux. Parce que ce sont les financiers internationaux qui mènent la danse, qui financent les élections, qui choisissent quel est l'élu qui va être capable de diriger ou de soutenir leur projet. Donc, les financiers internationaux contrôlent la politique, contrôlent l'économie, contrôlent tous les secteurs de la vie. Et je peux vous citer, la plupart des grandes organisations internationales sont pour la plupart financées ou surtout, ou sinon inféodées par cette dictature-là de la finance internationale. Et donc, la finance internationale est une grande graine. Et certaines intelligences ont commencé à imaginer les voies, ces moyens pour échapper donc à cette dictature-là. Et Bitcoin, pardon, la crypto-monnaie est née de cette initiative-là de soustraire la société à la dictature de banquiers et de financiers internationaux. C'est ça l'origine même de ces initiatives-là. Donc, quelque part, vous voyez, ce sont des initiatives citoyennes dont l'objectif est de limiter l'hyperpuissance des financiers qui ont la même mise sur tous les domaines de la vie, de la société. Et c'est très dangereux, voyez-vous. Dans un cadre démocratique ou dans un monde qui se veut de plus en plus démocratique, il serait important de donner un certain nombre d'outils aux populations, aux pays, afin de pouvoir se décider, n'est-ce pas, selon leurs besoins, et non de subir une dictature internationale. Dans le principe et dans la volonté, donc on a compris pourquoi est-ce qu'on cherche des voies et moyens alternatifs, justement, pour s'émanciper de ces outils d'asservissement, mais justement la crypto-monnaie, et c'était ça la question, est-ce que c'est viable? Est-ce que au final, donc, on ne se retrouvera pas en train d'être encore à la solde de ceux qui ont justement mis cette crypto-monnaie C'est là que je devais rebondir, et je vais répondre. La crypto-monnaie, c'est difficile, c'est impossible de penser que c'est une voie stable ou une voie de solutions stables. Je vais vous citer l'exemple. Par exemple, d'ailleurs, je suis d'accord avec Maître Franklin quand il dit que la crypto-monnaie fait trembler les financiers internationaux. Oui, ils sont paniqués à l'idée de laisser échapper les contrôles. Parce que l'argent, c'est le pouvoir. Il y a 3 pouvoirs qui dirigent le monde. Il y a les pouvoirs spirituels, il y a les pouvoirs scientifiques et les pouvoirs financiers. Donc, il y a les pouvoirs mystiques, comme vous le disiez, il y a les savoirs, il y a l'argent. Donc, l'argent, ça fait partie de la définition du triangle de l'autorité. Voilà, voyez-vous. Donc, quand ça commence à échapper à ces gens, c'est très dangereux. Et la crypto-monnaie fait trembler déjà ces gens. J'ai suivi, par exemple, Christine Lagarde, qui disait que la crypto-monnaie est un danger contre la stabilité financière mondiale. Voyez-vous? Et la même disait, quand elle était au FMI, que c'est intéressant, qu'il faut que les banques se penchent sur... Mais attendez, je vais y arriver, maître. Vous allez répondre. Christine Lagarde a déclaré que la crypto-monnaie est un danger pour la stabilité financière, monétaire et économique du monde. Voyez-vous, il l'a dit récemment. Et constatez donc quelque chose. Pourquoi elle s'appuie sur quoi? Elle s'est appuyée sur ce qu'on appelle le subprime de 2008 qui a créé ce que ça a créé. Et vous savez qu'il y a, par exemple, Elon Musk qui avait entraîné les gens dans comment on appelle ça, Dogecoin ou Shiba, les Dogecoin et les Shiba. Les gens ont musé. C'était comme un rêve, un paradis. Les gens ont investi beaucoup dans ces crypto-monnaies. Mais après, aujourd'hui, la valeur de ces crypto-monnaies, c'est à peu près moins de 2% de valeur. Donc ça a perdu
près de 99% de sa valeur. Donc, vous pouvez investir, mais avec beaucoup de précautions dans la crypto-monnaie, parce que ça varie. Il y a des périodes où la valeur monte, mais il y a des périodes où la valeur baisse. Donc, ça pose la problématique de la fiabilité de ces systèmes, qui n'est pas traçable, qu'on ne peut pas contrôler, qu'on ne peut pas surveiller, et dont il n'y a pas des outils de régulation. Donc, c'est très dangereux pour un État de se lancer dans cette aventure-là, de s'y abandonner totalement dans une aventure qui n'a pas de contrôle au niveau planétaire. Vous savez que, je vais vous donner raison quand vous dites que les banques centrales commencent à dire non, la plupart des institutions qui ont investi la crypto-monnaie, il y a des banques. Et les banques ont investi massivement dans la crypto-monnaie. Et il y a aujourd'hui les États qui investissent. Par exemple, l'Union européenne a décidé de créer une version numérique de l'euro. Tout à fait. Voyez-vous, les dollars, je crois qu'il y a déjà l'initiative. La Chine aussi l'a fait. Même si la Chine avait quand même, à un moment donné, chassé la crypto-monnaie sur son sol, les mineurs, précisément. Même en Afrique, excuse-moi. Le Niger et le Ghana ont déjà leur version numérique de leur monnaie. Donc, je crois que même le Niger et Nigeria, c'est voilà. Donc, je vais chuter par là. Je chute par là en disant que, à la base, l'idée qui a conduit à la crypto-monnaie était de s'affranchir de la dictature financière ou de la dictature des financiers. C'est une quête noble que de laisser les peuples être maîtres de leur destin au lieu de continuer à subir une dictature financière où on ne connaît pas là où ça nous conduit. Mais seulement, il faut maintenant se pencher sur la fiabilité de cette crypto-monnaie. D'accord. Vous recommandez donc la prudence dans... La prudence est mise. Beaucoup de réserves. On ne peut pas s'y aventurer comme ça sans avoir le bas. Moi, je pense qu'en tant que panafricaniste, ce que nous demandons à nos chefs d'État, ce n'est pas d'aller dans les raccourcis comme la crypto-monnaie. C'est de dire non au franc CFA, point barre. On sort, on crée une monnaie africaine, point barre. C'est ça. Si on ne fait pas ça, pour moi, ce n'est pas encore la solution. Voilà. Merci beaucoup pour ces réticences, somme toute légitimes. Et justement, ce plateau est là ce matin. Il faut que je réagisse. Permettez que je réagisse par rapport à... Alors, vous réagissez. Je vais réagir aussi. Mais oui, j'aime bien. Allant de réaction à réaction. Allez, notez, gardez en griffe votre réaction. On va revenir. Mais peut-être pour avancer dans le débat, on parle justement, quand on parle de crypto-monnaie, on parle de risque minimal. C'est l'expression consacré quand on parle de crypto-monnaie. Docteur, il y a un risque minimal, il y a un risque dedans. Parlez-nous justement des risques liés à l'utilisation de la crypto-monnaie. Le premier risque est celui qui a été évoqué par rapport à la vendeuse. Non, la vendeuse du marché. Ah, ok. La vendeuse du marché. Je vous ai dit que moi je suis risque pédagogique. Moi je suis un indigène. Je suis dans des choses pratiques, concrètes. La vendeuse du marché. Parce que dans la loi promulguée par la Centrafrique, il est pris en compte le fait que l'essentiel des Centrafricains n'a pas nécessairement une bonne éducation financière. Tout à fait. Mais je m'inscris en faux contre ceux qui disent qu'il y a 67% de gens, comment ils appellent ça, analphabètes, et que donc ils ne pourront pas comprendre le Bitcoin. Il n'y a aucun lien. La science n'a pas de langue. Il n'y a pas une langue qui fait de la science et les autres n'en feraient pas. Et d'ailleurs, aujourd'hui, dans la proposition, par exemple, de portefeuille Bitcoin qui a été soumis par un certain nombre d'experts à la Centrafrique, il va y avoir, tout cela sera traduit en sango. On va leur parler du Bitcoin en sango, c'est pas en français. La langue qu'ils parlent, qu'ils maîtrisent le mieux, c'est le sango. On va leur parler de ça en sango. Point. Et donc, ce risque-là, qu'il a appelé pédagogique, moi je l'avais en tête risque éducatif, d'éducation financière, eh bien, il est levé par ce type de mécanisme et par une stratégie de communication qui sera mise en place. Lorsqu'on a commencé avec les monnaies mobiles ici, qui savait ce que c'était? Facebook, au village, Fongo Tongo, il y a ça. Les gens utilisent ça. Mais il y a même mieux. Les gens nous ont braqué sur l'histoire. Ouais, mais la Centrafrique, c'est 10% de taux de pénétration d'Internet. On n'a pas besoin de ça. Vous avez précisé quand même qu'Internet, c'est la base pour Non, attention. Pour la crypto-monnaie. Internet, c'est la base pour les crypto-monnaies, mais pour les transactions du quotidien, vous n'êtes pas obligé d'utiliser Internet. On peut mettre en place une application qui travaille par QR code. Et donc, vous n'avez pas besoin d'avoir Internet là à l'instant pour l'utiliser. Il faut que nous sachions évacuer. Il y a beaucoup d'ignorance. Il faut que nous évacuions les problèmes. D'accord? En évacuant les problèmes,
c'est pas seulement aux Centrafricains que nous parlons. Bien sûr. Nous parlons également à tous les autres Africains, particulièrement à tous les autres Africains des pays où on utilise le franc CFA et le franc comorien, et où il y a une dollarisation cannibale de nos économies qui siphonne la valeur ajoutée. Cette dame qui est au marché, et ça nous permet de répondre à la BEAC. Interdire les conversions franc CFA Bitcoin, mais c'est pas un problème. Là où l'expérience première a été faite au Salvador avec donc un portefeuille Bitcoin, mais on n'utilise plus le dollar là-bas. Ça a créé une économie où on n'utilise que du Bitcoin. Il faut savoir que le Bitcoin, contrairement à la monnaie fiat, c'est-à-dire le franc CFA, les pièces, est divisible à l'infini. Divisible à l'infini. Et qu'est-ce qui explique cette divisibilité à l'infini? Aujourd'hui, le Bitcoin au cours actuel, pour acheter un Bitcoin, il faut environ 20 millions, un peu plus de 20 millions de francs CFA. Vous allez me dire, mais comment est-ce que la vendeuse du marché, est-ce qu'elle a 20 millions? Elle n'a pas besoin d'avoir 20 millions. Elle, comme le Bitcoin est divisible à l'infini, même si elle vend une banane, et que la banane là coûte 5 francs CFA, on peut payer en Bitcoin. Clair. Donc, en fait, le franc CFA là, dont les gens parlent beaucoup, on n'en a pas besoin. Hein. En fait, on n'en a pas vraiment besoin. On peut, du jour au lendemain, simplement, et je crois que la Centrafrique vient de dire quelque chose. On peut vous abandonner votre franc CFA. On l'utilise plus. Ça va devenir une vraie monnaie résiduelle. Tout simplement. Le franc CFA deviendra une vraie monnaie résiduelle. C'est-à-dire que ce qu'elle avait vocation, c'est-à-dire que c'était résiduel dans le champ des monnaies internationales. La Centrafrique est en train d'en faire une monnaie résiduelle en Centrafrique. Mais il y a mieux. Elle le fait en Centrafrique sans en parler. Sans toucher le franc CFA. Parce que sans l'attaquer. La phrase « le Bitcoin est la monnaie de référence ». En fait, c'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire. Monnaie de référence. Oui, que ça devient une... C'est ça la monnaie de référence. Pourquoi? Parce qu'au fond, aujourd'hui, les gens vous disent, là, je vous ai entendu dans votre question, dans la question sur le risque, que essentiellement c'est la question de la volatilité. Non, c'est normal que cette monnaie soit volatile, elle est au début. Elle n'a que 13 ans. Donc pour le moment, il y a encore... Et elle n'est pas encore totalement créée. Parce qu'il y a 21 millions d'unités qui doivent être créées. Et généralement, quand vous liez ça à l'inflation, vous comprenez pourquoi c'est volatile aujourd'hui. Demain, ça ne le sera plus. Et c'est elle qui va devenir donc le nouvel étalon. Parce que quand on aura les 21 millions d'unités, en fait, la seule chose qui va varier, ce sera le cours. Ce sera sa valeur. Et donc, comme sa valeur va varier, forcément à la hausse, parce que ça va devenir de plus en plus élevé, alors ça va devenir le nouvel étalon. L'idée et le génie qui a derrière le Bitcoin, c'est que ça va être l'étalon or numérique. L'or, c'est quelque chose qui est là, qui est immuable, sauf le jour où vous saurez transformer l'eau de mer en or. Mais pour le moment, c'est quelque chose d'immuable. C'est-à-dire que du temps des Égyptiens, comme du temps des rois Akang d'aujourd'hui, l'or, c'est la même chose. Et c'est sa valeur. Il n'y a que sa valeur qui change. Donc, ce qui se passe, c'est que les risques qu'il y a là-dedans seront gérés progressivement. Il y a le risque d'éducation financière. Il y a, à court terme, les risques de volatilité. Mais ces risques, ça fait partie de la vie. Est-ce que le soleil a la même luminosité tout le temps? Est-ce que le soleil a la même luminosité tout le temps? On a même réussi à transformer la neige, qui est un problème climatique, en outil pour pratiquer du sport et faire des millionnaires. Alors, donc, il ne faut pas qu'on nous présente la volatilité. À faire comme si la volatilité était quelque chose de bizarre. Et puis, quand on parle de volatilité, il ne faut pas qu'on nous donne l'impression que ça n'existe que... Quand vous lisez le texte du JICAM, quand vous lisez le texte qui a été commis par la cellule de prévision du MINFI, quand vous lisez tous les textes, même le communiqué de la BEAC, il parle de très volatile, d'extrême volatilité. Ça, je cite. D'accord? Quand ils disent très et extrême, c'est bien pour montrer que c'est plus volatile que pour eux. C'est-à-dire que ce n'est pas que il y a la volatilité. Écoute, les prix des tomates et tout ce qui augmente là depuis, c'est quoi? C'est la volatilité, c'est l'inflation. Mais il y a autre chose, maître. Ce qu'ils oublient de nous dire, c'est que le Bitcoin, ces derniers temps, a perdu à peu près 50% de la valeur par rapport au pic. Bien sûr. Et on sait pourquoi. On sait très bien pourquoi. Mais on oublie de nous dire que l'euro, depuis sa création, a perdu près de 40% de sa valeur. C'est ce que je vous... C'est précisément, c'est clair. Depuis la fin de l'étalon or, le dollar a perdu 99% de sa valeur. Mais qui en parle? Donc, en fait, il faut... Mais c'est important que les gens posent ces questions. On va répondre.
Notre rôle, c'est de répondre point Simplement. par point. Et quand on aura répondu, ce sera pas, nous on n'est pas contre eux. On est en train de On est pour répondre. nous. On est pour nous. Ce qui nous concerne, c'est nous. Nos concitoyens indigènes. Nous devons leur dire, voilà quelle est la situation. Donc il y a ces risques-là qui peuvent être évacués, mais j'aimerais faire 2 ou 3 précisions importantes. Les banques, pourquoi les banques ont un problème sérieux contre le Bitcoin? Le problème sérieux que les banques ont contre le Bitcoin, c'est que les autres, disons les crypto-monnaies comme Ethereum, Ripple, Litecoin, Dogecoin ou tout le reste, appartiennent à des entreprises qui sont contrôlables. Ce sont des entreprises qui sont contrôlables, connues. C'est-à-dire qu'un État peut se lever le matin et dire « je ferme telle entreprise ». C'est une chose qui est possible. Le Bitcoin, vous avez fermé quoi? Justement, voilà une autre question, et c'est vrai que si je voulais la poser à Maître, mais qui contrôle donc le Alors, Bitcoin? mais c'est ça tout l'intérêt du Bitcoin. C'est-à-dire que... Alors, au moins quand on sait qui contrôle, on a des mécanismes pour... Non, c'est un paradigme ancien. En fait, le monde a besoin aujourd'hui de se réorganiser mentalement. D'accord. C'est-à-dire que c'est un nouveau paradigme. Et j'aime Il veut se libérer, il demande qui va l'enfermer. Ben voilà, en fait c'est ça. Précisément, l'objet de libération, quand l'objet de libération n'est pas très bien conçu et qu'on ne le contrôle pas, il est normal de s'interroger. Il est normal de s'interroger justement sur cet objet de libération. Quand on a bien suivi ce que Dr Douma, comment il a rappelé les conditions d'apparition du Bitcoin en 2008, je crois que Tos est revenu dessus, on comprend très bien que c'est tout le génie qui a derrière le Bitcoin. Le Bitcoin, c'est quelque chose qui existe, qui est contrôlé uniquement par les milliers et les milliers d'ordinateurs qui valident les transactions. RIM veut un maître. C'est tout. Sauf que... Du tout. Je me fais le porte-voix des téléspectateurs, tout simplement. Non, le problème, c'est qu'on est en train de vendre aux gens l'idée que, je me fais le porte-voix des puisque nous avons un maître qui est le franc CFA, donc c'est la France, maintenant nous devons aller vers un maître invisible. Non, pas du tout. Qui est le Bitcoin. Non, c'est le maître invisible que vous dites là. Non, allez, parce qu'il y a risque d'injection, il y a risque de blanchiment. Je vais y revenir quand vous allez me donner la parole. Laissez-moi finir et on va... Attendez, à la criminalité financière. Voilà, je vais y revenir. Attendez, Merci. on va y arriver. On y va. Donnez-moi un peu de temps, laissez-moi y arriver. Non, je vais répondre rapidement, je vais évacuer rapidement la question de la criminalité. Tout ce qui est, je ne parle pas du Bitcoin uniquement, de tout ce qui est crypto-monnaie aujourd'hui. Voilà, parce qu'il y en a beaucoup, hein, il faut le dire. J'arrive, il y en a près de 16 000. Voilà. Tout ce qui est crypto-monnaie aujourd'hui, la criminalité représente 0,015%. Et tout ça est bien connu. Tout à l'heure, il faudrait bien rappeler... Le rapport de FinCEN. FinCEN a donné un rapport 0,015. 0,15%. La Deutsche Bank, c'est 1537 milliards de blanchiment d'argent en 7 ans. Non, mais allons sur quelque chose. C'est de ça les Pandora Papers. Ouais, c'est pas sur les crypto-monnaies. Hein. On finance le Les terrorisme Panama avec les Papers, cryptos. c'est pas sur les crypto-monnaies. On paye à Jalalabad avec les cryptos. C'est impossible. On paye à Tora Bora avec les cryptos. Ok. Allons-y Je voudrais posément. préciser, puisqu'on donne le taux 0,015% pour les crypto-monnaies en 2021. Personne n'a vérifié cela. Non, c'est vérifié. Ah non. Alors l'autre chose importante, On peut pas quand même aller là. traçable. Je voulais rappeler que pour les monnaies classiques, On a dit que Pour c'est le une système monnaie classique. qu'on ne peut pas tracer. Ah non, c'est Pourquoi faux. vous Non, dites c'est pas que facile. c'est traçable? Non, sur le plan technique. C'est ça la contradiction. pour le système classique, c'est 5%. Je vais vous relire alors. J'ai dit Non, 5%. À l'instant, attendez, une docteur, personne à la fois. docteur Bénédicte, Une personne à la fois. attendez, laissez-moi finir. Une personne à la fois, s'il vous plaît. L'une des grandes qualités du Bitcoin, Ouais. c'est sa traçabilité, justement. Hmm. Et c'est pour ça que c'est important pour nos États, gangrénés par la corruption et les détournements de fonds publics. Mais je vous lis quelque chose. L'idée était de créer une monnaie qui pouvait être envoyée de manière intraçable et qui fonctionnerait sans les entités centralisées. Comment Qui le dit? Attention, Comment qui est-ce que le vous- dit ça? Ça c'est David Chaum. J'arrive à quelque chose. 1995. Laissez-moi lui répondre simplement. Laissez-moi lui répondre S'il vous simplement. plaît, s'il vous plaît. La différence. C'est une, je vous en C'est prie. lui le Merci. C'est Docteur une, Bénédicte. merci docteur. Docteur Docteur, Bénédicte, c'est une, laissez-moi vous répondre. voilà, il faut Laissez-moi répondre à vous ceci. répondre. Voilà. Traçable ou pas? D'abord, je vais lui expliquer parce qu'il risque de ne pas comprendre la traçabilité si on explique d'abord la différence de technologie. En 1995, la blockchain n'existe pas. On est d'accord au moins sur ce point. Je vous Très bien. comprends. La blockchain en 1995 n'existe pas.
Il s'agit là d'une monnaie basée sur les capacités informatiques qui existaient à l'époque. Et autre chose. Dans la blockchain, je vous ai dit, la blockchain, c'est d'abord des registres. Il faut écouter. Je vous comprends bien. Quand on dit registre, ça veut dire quoi? Répertorié, enregistré, stocké, gardé. D'accord? Tout est là, noté, écrit. Et vous ne pouvez pas modifier. Même celui qui a fait l'opération ne peut plus la modifier. Ne peut plus la modifier. C'est même le caractère infalsifiable des données cryptographiques c'est pour ça qu'on n'arrive pas à casser ça. Qui garantit le caractère monétaire. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on a pu faire? Parce que beaucoup de gens... La sécurité est voici l'élément le livre principal blanc de Sango. Voici le livre blanc de Sango. Ce qui fait qu'on a pu traiter... La blockchain n'a pas fait que la crypto-monnaie. C'est peut-être la faiblesse pédagogique que nous avons de ne pas assez expliquer cela. La blockchain, la technologie blockchain va modifier le rapport de l'avocat à son client, va modifier le rapport du banquier à sa banque, à ses clients ou du client à sa banque. La blockchain va modifier le rapport du médecin au patient. La blockchain va modifier le rapport de l'État aux citoyens pendant l'élection. Et c'est ici. Et quelle est donc la nature de cette modification-là? C'est de là qu'il s'agit. Je vais vous expliquer. La blockchain va modifier tous ces rapports. Pourquoi? Parce qu'elle va introduire l'infalsifiabilité et la traçabilité. Ça veut dire que même les régimes fonciers dont on parlait, les États comme le Brésil qui ont déjà commencé à blockchainiser le foncier, sont en train de sortir. L'Argentine qui a blockchainisé l'état civil sont en train de sortir de là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne pourra plus changer d'acte de naissance. Les gens qui ont 3 actes là, il faudra faire ça maintenant parce que dès qu'on rentre dans la blockchain, ce n'est plus possible. Comment ça se passe? Parce que c'est le fond de ta question, Dr Bénichrist. C'est que dans un serveur classique de banque, je l'ai déjà expliqué. Quand je fais une transaction avec le docteur Yam, ça se signale là comme ça, c'est une ligne. Voilà pourquoi quand je demande mon listing bancaire, on me sort une feuille de format avec les transactions que j'ai faites. Dans lesquelles transactions, la banque a la possibilité, elle, d'ajouter une ligne de transaction que nous n'avons pas faite. C'est-à-dire qu'on peut débiter mon compte d'un montant que je n'ai, d'une opération que je n'ai pas faite. Elle peut même modifier la transaction. Elle peut modifier une transaction qui avait été faite. Voilà pourquoi quand tu prends ton listing, si tu vois des 20 corrections, tu en fais la réclamation et la banque corrige en t'adressant ses excuses. Donc ça veut dire qu'il y a des imperfections. Merci. Dans le serveur classique. Donne-moi c'est extrêmement important. Décidément, ça va. 30 secondes. Extrêmement important. Ok. Donc, non réglementaire. Docteur Bénichrist. Dangereux. Non. Merci. C'est un point relevé. Mais on y va. On y va de façon. Permettez-moi de finir. Qu'il finisse. 30 secondes. S'il te plaît. Allons-y de façon pratique. Oui, c'est ce que j'essaye de faire. Dans un serveur de banque, c'est très pratique, ce que nous vivons chaque jour. Dans un serveur de banque, on peut ajouter ou modifier une transaction. Donc là, on est en train de parler du caractère infalsifiable. Non, ça, je suis dans le serveur de la banque classique. Telle qu'elle fonctionne aujourd'hui. La banque telle qu'elle fonctionne là. D'accord? On peut ajouter ou modifier une transaction. De l'extérieur, quelqu'un peut hacker le serveur de la banque et y procéder à des malversations comme on peut l'imaginer. De l'intérieur, un trader de la banque peut faire des mauvais placements et faire perdre beaucoup d'argent à la banque. On a vu Jérôme Kerviel en France. D'accord. On se comprend? Et puis, le serveur d'une banque est tenu et contrôlé par quelques personnes, les propriétaires de la banque. C'est eux qui contrôlent le serveur mère de la banque. On se comprend? C'est en correction de cette hyper-centralisation que Satoshi, en 2009, lance la blockchain. Il dit, plutôt que d'avoir un seul serveur où je n'aurais accès que moi seul parce que j'en suis le créateur, ou bien quelques personnes pourraient hacker, ou bien quelqu'un pourrait faire une transaction et la modifier, je vais mettre en place un système appelé blockchain qui, lui, n'est plus un seul serveur, mais des milliers de micro-serveurs répartis à travers le monde. Une fois que la boucle, tout à l'heure vous voyez un truc avec des boucles comme ça, une fois que la dernière boucle est fermée, même lui, Satoshi, ne peut plus rien y changer. Cela garantit la traçabilité parce que dès qu'une transaction est faite dans le serveur de Mbankomo, donc serveur c'est encore ce que Dr Yam appelait registre. Lorsqu'une transaction est faite dans le registre 1, situé en Mbankomo, au Cameroun, cette information est répercutée dans tous les serveurs à travers le monde. Donc nous-mêmes, nous aurions envie de changer ça dans le serveur que nous ne pourrions pas. Parce que les autres serveurs vont nous bloquer. Déjà, oui. Ils l'ont déjà enregistré et nous n'y avons pas accès. On ne peut rien y faire. Donc infalsifiable. C'est infalsifiable. Alors traçable ou pas? Traçable parce que chaque pièce qui circule dans le système
transporte avec lui toute la génétique de sa naissance, tous les mouvements qu'il a fait. Donc on peut savoir en tout temps. Voilà pourquoi un État peut fiscaliser. Si ce n'était pas traçable, comment peut-on fiscaliser une transaction qui n'est pas traçable? Le blanchiment n'est pas fiscalisé précisément parce que ce n'est pas traçable. Or, dans la blockchain, tout est hyper traçable. On voit... Tu ne peux pas vendre la même pièce 2 fois parce que c'est tracé. D'accord. On ne peut pas céder la même pièce 2 fois. 30 secondes achevées, un peu plus d'ailleurs. Je voudrais rapidement achever. Et oui, en achevant, s'il vous plaît, il faut qu'on oriente ça sur un point. Oui. Alors, traçable, infalsifiable, on a compris, ce sont des atouts de la crypto-monnaie, mais incassables. Mais on utilise Internet. Oui. Ça, c'est... Bien sûr que ça, c'est dangereux. Internet. Non, mais en quoi Internet? Je veux dire, quand je dis dangereux, c'est dans l'utilisation. C'est-à-dire que si on peut utiliser Internet pour bloquer les crypto-monnaies ou pour les développer, ça veut dire qu'on a déjà un élément justement de faiblesse. Il y a deux choses. Il y a deux choses. Il faut qu'on s'entende très bien. Parce que après, il faut qu'on comprenne très bien ce que c'est qu'Internet. Il ne faut pas détourner mon tour de parole. Non, du tout. On est là pour éclairer du tout pas. Je vous ai à l'œil. Docteur Doman, ne vous en faites pas. Je vous ai à l'œil. Non, il y a des choses. Il y a des choses que je ne peux pas laisser passer. Il y a des choses. Je vous ai à l'œil. Il y a des choses. Et vous faites bien. Merci. Il y a des choses qu'il va préciser. Ok, allons-y. Et qui sont extrêmement importantes. Et c'est une chance qu'il soit là parce que ça fait partie des éléments de cursus quotidien qu'il dispense. Bien sûr. Il faut que les gens le comprennent. La traçabilité, les caractères premiers disons, restons sur le Bitcoin et des crypto-monnaies de manière générale, c'est la traçabilité. Là, il a expliqué la base sur laquelle c'est traçable. D'accord. C'est à partir ou en raison de cela que, justement, de cette architecture décentralisée, très originale, que personne ne peut prendre le contrôle du Bitcoin. Personne. C'est dit comme si j'allais le dire. C'est en raison de cela. Personne ne peut prendre le contrôle du Bitcoin. Quelqu'un ne peut pas venir. Si je veux vous priver de francs CFA, mais je vous prive de francs CFA. Les pays d'Afrique centrale se plaignent de ne pas avoir de pièces, de monnaie aujourd'hui. Depuis 5 ans. Depuis, ça fait oui, un peu plus d'ailleurs. Depuis 5 ans. Même 2000 manquent déjà. Alors, pourquoi? Mais parce qu'il y a quelqu'un qui décide de les imprimer ou de ne pas les imprimer. Et vous n'allez pas du tout aller le gifler et lui dire, va imprimer. Or, dans la crypto-monnaie, avec le Bitcoin, quel que soit ce que vous voulez payer, vous pouvez le payer et personne ne va vous bloquer. D'ailleurs, vous pouvez acheter tout ce que vous voulez acheter à partir de votre téléphone. Et il pose le problème d'Internet puisqu'on utilise Internet. J'ai évacué l'idée en vous disant que, la femme qui va au marché, elle n'a pas besoin forcément d'Internet. Elle utilise le QR code et les gens s'échangent. Et après, en fonction de la disponibilité du signal, ça se met tout simplement à jour. C'est pas compliqué. Et l'argent que le Bitcoin en fonction de la disponibilité du signal. La disponibilité de Internet. Mais en fonction de la disponibilité du signal, c'est quand même un point sur lequel de la poule. Et l'autre chose, c'est que l'autre chose essentielle du Bitcoin, c'est que les choses vont coûter moins cher. La question des frais. Aujourd'hui, par exemple, le portefeuille qui sera développé en Centrafrique est basé sur une technologie qu'on appelle Lightning. Les frais sont pratiquement autour de 0. Et cela va induire, lorsque l'État va accepter, par exemple, les paiements en Bitcoin, quelque chose qu'on rappelle tous les jours ici, la question de la compétitivité de nos économies. Oui. Parce que ça coûte moins cher, parce que le fameux tiers de confiance ne prélève plus. Et je vous rappelle que sur le coût économique aujourd'hui, le fameux tiers de confiance, ça doit tourner autour de 30%. Oui. Des coûts. Donc, chaque fois que vous achetez quelque chose à 100 francs, sachez que le système financier, tout le long de la chaîne de production et de commercialisation, a prélevé autour de 30% de la valeur de ce que vous avez acheté. D'accord. Merci, Dr. Yam. Je chutais par là, s'il vous plaît. L'autre chose, c'est que c'est ça la spécificité du Bitcoin par rapport Il est comme les transactions du Bitcoin. Et l'autre... Aussitôt lancé, c'est... Salvador, je veux dire quelque chose sur Salvador, un dernier point. Sur le Salvador, il faut qu'on comprenne très bien. Le Salvador avait un problème, c'était de régler la question des frais élevés des transferts d'argent des États-Unis vers le Salvador, qui sont très membres de la diaspora. Et il faut comprendre que pour eux, ces transferts représentent représentent en 2020 25% du PIB. C'est ça. 25% du PIB d'un pays, c'est énorme. Et quand quelqu'un vient prélever là-dessus 12%, c'est presque la moitié. Je sais, mais bien sûr. Vous imaginez ce que ça 12%. Or, en amenant ces transferts sur le Bitcoin, les frais
ont chuté parce que le Bitcoin, ça tourne généralement autour de 0,5, 0,1%. C'est rien du tout. C'est presque... Pourquoi c'est fait comme ça? Parce que le fameux tiers de confiance n'est plus là. Il n'y a plus d'un intermédiaire qui doit gérer les transactions, etc. Je vous envoie, j'envoie à RIM, ça vient directement chez RIM. Il n'y a pas quelqu'un qui va traiter, qui va valider, qui va envoyer, qui va informer, qui va notifier par SMS, par email, et qui s'enrichit au milieu. Donc, il n'y a pas tous ces gens. Voilà le problème que le président Nayib Bukele a décidé de régler. La Centrafrique règle un autre problème. Ce n'est pas le même problème. La Centrafrique règle un problème de disponibilité de ses revenus d'exportation. Parce que la Centrafrique, son problème, c'est que quand elle exporte, la France retient 50% par les accords de 2010, plus des frais, charges, TV, etc., assurance, machin, qui peuvent monter jusqu'à 35% de plus, d'ailleurs jusqu'à 85%. Ce qui fait que la Centrafrique n'a pratiquement plus rien. Maintenant, l'État centrafricain disposant grâce au Bitcoin, c'est-à-dire qu'il va demander à se faire payer en Bitcoin. Et ce paiement en Bitcoin lui donne le volant, la liberté de tout gérer. Et comme le Bitcoin n'est contrôlé par personne d'autre que par le marché lui-même, c'est-à-dire que c'est en fonction de l'offre et de la demande que ça fluctue, eh bien, le président va quand même avoir une stratégie de sécurisation de ces recettes-là. Sango participe donc à ça. Et mieux, ça répond et donc, Sango participe donc à la sécurisation de ces recettes qui vont donc échapper à la volatilité actuelle. Mais en même temps, il faut que vous compreniez que pour le commun du peuple, il n'y a aucun problème. Ça va se faire exactement comme ils utilisent le franc CFA aujourd'hui. Donc les risques que les gens évoquent pour discréditer cette affaire, la plupart du temps, c'est que ces gens ne comprennent pas du tout. Et je peux vous l'assurer, j'ai vu de très grands experts financiers, lorsqu'on leur parlait là, le 27 mai, à Bangui, quand on leur parlait du Bitcoin, c'est là où vous vous rendiez compte que tous les grands discours dans les médias, en fait, ils ne savaient même pas du tout ce que c'était. Et deuxième chose, il faut comprendre que la personne qui porte ce projet en Centrafrique, c'est l'un des meilleurs experts en matière de crypto-monnaie dans le monde. Ce type enseigne depuis 36 ans à l'université les maths quantiques et la cryptographie. Mais comment les gens peuvent s'imaginer simplement sur le plan de la crédibilité et de la légitimité politique qu'ils ne comprennent pas de quoi ils parlent? Merci, docteur. Donc, ce seront des choses qui vont être faites. Et vous savez, c'est pour ça que les banques centrales et les banques veulent avoir leur crypto-monnaie. Mais c'est la différence avec le Bitcoin. C'est que le e-yuan appartient à quelqu'un, le e-naira appartient à quelqu'un. Sauf que le Bitcoin n'appartient à personne. C'est une différence fondamentale qu'il faut noter et qui est justement la voie par laquelle on arrive à se sortir du piège du franc CFA. Singila, c'est merci en Sango, justement. Sango de First Crypto Initiative, tel est le nom de baptême de ce projet qui, comme on s'évertue à le montrer depuis ce matin à travers l'intervention des différents panélistes, est un projet sûr et certain. Mais justement, permettez-nous de parler de ces inquiétudes qui se cachent quand même derrière ces certitudes présumées ou établies comme telles. Est-ce que la crypto-monnaie, cas de la Centrafrique et partant celui de l'Afrique en général, vient remplacer donc l'idée fédératrice d'une monnaie africaine? Docteur Numba. Alors, je réponds à la question indirectement. D'accord. Nous sommes dans un monde qui évolue. Quand on prend la monnaie, on part du troc, en passant par les pièces, les courriers, machin, tout ça. On arrive sur les billets de banque. On passe par les chèques. On a les cartes bancaires. Il y a les banques en ligne, les PayPal, les Solid Trust, etc. Vous avez aujourd'hui mobile money. Et on a les crypto-monnaies, des monnaies virtuelles. Mobile money a une limite géographique. Et avant les crypto-monnaies, il y a ce que les banques appellent les monnaies électroniques. Une carte bancaire, c'est une monnaie électronique. Un virement bancaire, c'est une monnaie électronique. Je parle de cette évolution pour que on comprenne qu'il s'agit d'une adaptation aussi à l'évolution de la société. Internet est né et aujourd'hui pratiquement 50% de gens sont connectés
tous les jours. Les gens sont connectés pour faire quoi? Lorsqu'il y avait le Covid, c'était une période où il y avait la distanciation sociale, où il y avait le travail en ligne, etc., etc., etc. Les gens se voyaient de moins en moins, mais il fallait que les activités continuent. Les groupes qui constituent ce qu'on appelle les FAGA, hein, c'est-à-dire les Facebook sans publicité, parce que ces groupes même font déjà suffisamment de publicité, les Google, les Apple, les Microsoft, ces groupes-là, pour la plupart, ont plus que doublé leurs bénéfices. Quand je suis gentil quand je dis ont doublé leurs bénéfices. C'est pour dire quoi, monsieur Rim? Vous ne pouvez pas continuer de payer avec le papier ou la carte bancaire dans un monde qui devient de plus en plus virtuel. Il est important de le comprendre. Aujourd'hui, dans le progrès, le livre blanc, Sango, il est prévu le métavers. Vous savez ce que c'est que le métavers? Là, je m'adresse aux téléspectateurs. Métavers signifie simplement monde virtuel. C'est-à-dire que de plus en plus, vous allez réaliser des choses de manière virtuelle, mais qui sont réelles. Aujourd'hui déjà, il y a des gens qui achètent des terrains au Japon, étant au Cameroun, à travers le métavers. Vous payez comment? Avec votre CFA? Vous ne payez même pas avec le dollar. Parce que le métavers a même des crypto-monnaies spéciales pour le paiement. Donc, je le dis aussi à l'endroit de ceux qui pensent que c'est une affaire de mode et que bientôt ça va s'arrêter. C'est une révolution bouleversante. Et c'est pour ça que je ne peux pas laisser que mon frère, et ami et collègue, Dr Prince, dise que les chefs d'État africains trouvent un raccourci pour les crypto-monnaies. C'est s'amuser avec je sais pas moi, la bombe d'Hiroshima dans ce domaine-là. Vous comprenez? Donc, les États sont déjà sortis du franc CFA. Le franc CFA est mort. Il est mort de sa propre mort. Et ces chefs d'État jouent tellement sagement et intelligemment le jeu que celui qui fabrique le franc CFA lui-même sait que le franc CFA est mort. On vient de dire que ça fait 2 ans que les gens se plaignent des pièces, de la rareté des pièces. Même les billets de 1000 francs, 2000 francs commencent à être rares. Ça veut dire que celui qui fabrique le franc CFA, il ne sait plus pourquoi le fabriquer en réalité. Et donc, il est en train de mourir de sa propre mort. Et les crypto-monnaies, à travers les projets comme Sango, vont venir accélérer cette mort-là. Parce que de plus en plus, ceux qui n'utilisent pas, ne font pas de paiements en ligne, seront obligés de les faire. Ils vont apprendre. On va leur apprendre en Sango comment on fait une transaction, comment on peut aller sur un automate de Bitcoin et puis mettre le montant et prendre ce qui va sortir de là. Je ne suis pas sûr que c'est le CFA qui va sortir de ça. Donc, crypto-monnaie, est-ce que c'est transitoire, une solution intermédiaire? C'est ainsi qu'on doit prendre... Alors, je note qu'aucune forme de ces monnaies n'a disparu. Justement. Même le tronc existe encore. Donc, on va continuer de payer aussi parallèlement avec les cartes bancaires, etc. Ce n'est pas une question que quelque chose va venir faire disparaître tout le reste. D'ailleurs, le Salvador continue à utiliser quand même c'est de ça qu'il est. Le dollar américain. Donc, les monnaies fiduciaires, elles sont utiles, elles sont indispensables même, elles vont continuer d'exister. Mais il y en a qui vont disparaître parce que elles seront de moins en moins utilisées pour payer sur le plan mondial. Nous sommes dans un village planétaire. Oui. Donc, les risques, l'un des risques qu'il faut évoquer, je vais relever 2 risques. Vous avez, le premier risque, c'est ce qu'on appelle le risque de contrepartie. D'accord? Parce que pour nous, la volatilité, ce n'est pas, on va faire peur aux gens. Ce n'est pas les Américains qui ont créé la volatilité en 1973 en déconnectant le dollar de l'or. C'est eux qui ont créé le floating sur laquelle voilà. Donc, qui ne nous disent pas que ce qui leur a servi va nous desservir. Voilà. Donc, la volatilité, vraiment intégrer ça comme c'est normal. Vous ne pouvez pas parler de la monnaie et penser que la volatilité, c'est un inconvénient. C'est que vous n'avez encore rien compris de la finance. Voyez. Donc, cette volatilité-là, pour moi, est plutôt un avantage. De l'autre côté, je parlais du risque de contrepartie, c'est que
monsieur Rim, si vous voulez acheter un costume dans mon supermarché, vous devez me payer. Bien sûr. Vous me payez en bitcoin. Donc, est-ce que c'est vous qui me transférez d'abord le bitcoin, espérant que moi je vais vous livrer le costume, ou bien c'est moi qui vous livre d'abord le costume, espérant que vous allez payer après avoir reçu le costume. Je relève le risque, mais il y a la solution. Ça, le risque existe quand on passe par ce qu'on appelle l'OTC. OK? C'est-à-dire le gré à gré. D'accord. Mais il y a des plateformes qui sont des entreprises spécialisées. Donc, qui sont, on peut dire, des tiers de confiance, qui sont des facilitateurs, qui règlent donc ça. Ouais, je relève le risque et la solution est trouvée déjà par ceux qui sont sur le marché, qui sont des spécialistes. Le second risque qui est plus important, c'est que quand je veux vous envoyer de l'argent, je dois me rassurer que c'est votre adresse à vous. Si je me trompe, parce que c'est une adresse cryptographique, si je me trompe simplement d'une virgule, d'une façon de parler, cet argent-là, vous ne l'aurez pas et je ne saurai pas où il est parti. Bah voilà. Vous comprenez? Donc, comment est-ce qu'on règle ça? Vous avez une responsabilité individuelle, monsieur. Si je veux faire une transaction, je m'amuse. Cet argent-là est dans le système, mais vous n'allez pas l'avoir. J'espère, avec l'évolution de la science, que des solutions vont être trouvées par rapport à ça. Je sais également qu'il y a déjà des cas, si vous passez par, sans faire la publicité, la première plateforme de change au monde pour le moment, c'est Binance. Okay. Vous voyez la publicité partout. Si vous passez par une plateforme comme celle-là, qui est sérieuse, vous faites une erreur, vous faites une requête, on peut retrouver la trace de vos fonds. Donc il faut qu'on dise des choses telles qu'elles sont. Merci en tout cas, Dr Douma. Je rappelle que tous ceux qui s'expriment sur le sujet ont de l'à-propos parce qu'ils y sont enfouis. Alors, c'est un rappel avec un petit sourire au coin que Dr Riam ne l'était pas pour... C'est mon tour de parler. Non, 30 secondes pour dire quelque chose. La question de la responsabilité... Allez, on va y aller. 30 secondes, pas plus. La question de la responsabilité que relève Dr Douma est extrêmement importante. Que les gens sachent que ce que induit la crypto-monnaie, de manière générale, mais le Bitcoin en particulier, et je vous l'ai dit, vous passez d'un paradigme à un autre. Vous êtes en train d'évacuer dans vos transactions la banque et tout le système que ça représente. Ça veut dire que vous devenez vous-même votre banquier. Tout à fait. Et en tant que tel, vous devez quand même faire preuve d'un minimum de responsabilité. Oui. Ce qui fait que quand vous faites vos transactions, vous devez être minutieux, méticuleux dans tout ce que vous faites. Mais ça va produire un autre type d'homme. Et ce type d'homme sera rigoureux. Ce nouvel homme que la Centrafrique imagine est en train de construire, c'est un homme tellement complet que c'est en quelque sorte une sorte d'humanité augmentée. Merci pour les 30 secondes respectées. Docteur Bénicris, avec vous justement, est-ce que... Allez, mais c'est dans l'humain, justement, c'est ce qu'on rappelle aussi. Alors, rapidement, vous nous dites, est-ce que l'avènement des crypto-monnaies sur le sol africain ne tue pas le rêve d'une monnaie africaine? Non, pas du tout. Les crypto-monnaies, c'est un phénomène global. C'est lié à une évolution du monde. L'évolution technologique du monde. Si on enlève la technologie, la crypto-monnaie n'existe plus. Donc, ça fait partie des acquis de l'évolution de l'humanité, dans un temps précis de l'histoire. Et l'Afrique ne saurait rester en marge? Non, la science est universelle. L'Afrique ne saurait rester en marge. Nous devons emboîter les pas. Mais le problème qui est là, et j'insiste là-dessus, c'est comme le phénomène des banques. C'est créé par un individu. Vous n'allez pas me dire que la crypto-monnaie est tombée du ciel. Pensez, créée, mise en place par des individus, des cerveaux. Voilà. Tout comme les banques le furent à l'époque. C'est clair, qu'on le veuille ou non, allons d'abord sur cette base-là. Et de deux, dans ce genre de phénomène-là, très généralement, c'est beaucoup plus une partie qui s'enrichit et une majorité ne s'enrichit pas. Je vais vous donner l'exemple de ce qui s'est passé aux États-Unis avec ce que vous avez appelé Dogecoin, où les gens ont investi beaucoup, ils ont rêvé les paradis, mais après, c'est tombé, ça a perdu toute sa valeur. Beaucoup de gens qui ont investi beaucoup d'argent, ils ont perdu. Mais cela ne veut pas dire que cette monnaie-là ou cette crypto-monnaie-là va toujours rester en rabais. Ça peut augmenter demain.
C'est ça là, le phénomène de la fluctuation. Ça dépend de comment vous investissez votre argent. Donc, je conçois qu'il faut avoir une grande maîtrise. Et ça, j'ai consulté un expert en la matière, qui d'ailleurs est très connu, avec plus de certaines centaines de millions de vues. Et il conseille aux gens de ne pas écarter la crypto-monnaie. C'est une voie qui est importante, mais il faut s'y lancer avec beaucoup de précautions. Il faut être vraiment suffisamment éduqué. Là, je suis d'accord avec l'élevage des poulets. Voilà, je suis d'accord avec maître Yam Timba quand il parle de la rééducation financière en cette matière-là. C'est très important. Et vous savez que en matière de bancarisation, l'Afrique est en arrière. Donc, s'il faut maintenant nous projeter dans les bitcoins ou dans la crypto-monnaie en général, il faut suffisamment éduquer les masses. Il faut suffisamment enseigner là-dessus, faire comprendre aux gens que c'est une mutation technologique importante et il faut que les Africains puissent se réapproprier de l'outil technologique, de tous ces outils-là qui pourraient nous aider demain à maîtriser tous les rouages de nos économies et à nous affranchir de cette dictature extérieure. Merci, mais donc, docteur. pour chuter définitivement, j'avais dit que moi je pense, comme vous avez posé la question, ça ne remplacera pas la monnaie africaine. Absolument. Qu'on le veuille ou non, le projet reste notre combat d'actualité majeur, c'est la souveraineté de l'Afrique. Et cette souveraineté doit nous redonner les outils de notre souveraineté dans la monnaie. Donc nous avons besoin que les pays africains disent non au franc CFA, sortent de ces zones CFA et puissent émettre une monnaie africaine. Battre monnaie, leur propre monnaie. Que les pays francophones aujourd'hui puissent battre leur propre monnaie. Ou alors que les continents puissent battre une monnaie continentale qui pourrait nous servir à nous. Dans ce cas-là, nous aurons demain une monnaie virtuelle arrimée à cette monnaie qui nous appartient. Absolument. Et là, l'aventure serait plus belle et plus heureuse que... Merci, docteur Béni-Christ. Je suis sûr qu'il m'en voudra mort si je lui passe pas la parole, devrais-je? Oui. Alors, avec cette question, alors, sur ce plateau, quand même, est débattu avec véhémence et une certaine certitude la réussite de la crypto-monnaie sur le sol africain, avec le cas de la Centrafrique. Est-ce que ce n'est pas justement un rêve trop beau, comme tout ce qu'on nous a vendu jusqu'ici? Oh, j'en voudrais aux Africains de ne pas rêver, vois-tu. Justement, on nous a tellement privés de sommeil que pour une fois, si on peut rêver... Il faut quand même faire une différence entre rêve et chimère. Hein. Il faudrait pas que le soleil de la réalité vienne nous prendre même le petit... bâtis sur leur capacité à rêver. C'est d'abord votre capacité à rêver qui détermine où vous allez aller. Il faut rêver. Ne retirez pas ça à l'Afrique. On nous a tellement privé. Et puis après, il faut la capacité à transformer les rêves en réalité. Rêver. Permettez-moi de commencer d'abord par le rêve. Après, vous allez contester ma capacité à mettre en place l'objet de mon rêve. Et c'est ça la question. Est-ce un rêve ou est-ce un cauchemar déguisé? Je réponds. Mais je ne suis pas sûr que nous ayons assez de temps. Parce qu'il s'est dit tellement de choses aujourd'hui que je voudrais que les gens qui nous écoutent, de la Centrafrique au Congo, en passant par tous les autres pays esclaves du franc CFA, comprennent ce qui est en train de se jouer sous nos yeux. Je vais commencer par la fin du propos du docteur Béni-Christ sur les crypto-monnaies. On ne peut pas venir dans le champ cryptographique et dire Dogecoin ou Luna et en faire un argument. C'est pas un argument, c'est un épiphénomène. Je suis d'accord. Sauf que il doit être, ces cas de figure doivent être la sortie d'un raisonnement global. Mais si c'est ça qui est le début du raisonnement pour présenter la dangerosité éventuelle des crypto-monnaies, ça nous semble être spécieux comme approche. Le Dogecoin, je l'ai. C'est une crypto-monnaie qui n'a pas chuté. De 99%, le Dogecoin a baissé d'environ 60%. D'accord? 60%, et ce n'est pas une chute accidentelle, comme par exemple Luna. Je crois que peut-être tu voulais parler de Luna, qui est une crypto-monnaie qui est passée de 102 ou 120 $ à 0,501 ou 2. D'accord? Cette crypto-monnaie-là a chuté. On n'aura pas le temps ici pour expliquer pourquoi, mais c'est la crise, le conflit armé en Ukraine, entre l'Ukraine et la Russie, qui ont eu pour effet, via une manœuvre américaine, de faire chuter le Luna.
On ne reviendra pas là-dessus, ce n'est pas l'objet de notre propos. Ce qui veut dire qu'il y a des contingences extérieures qui peuvent influer sur les cours d'une crypto-monnaie. Même la vie. Même les mots d'une seule personne. Lorsque Elon Musk a dit qu'il achetait Twitter, la valeur est passée à grimper de 27%. 10 jours après, il a dit qu'il hésitait à acheter, ça a baissé de 44%. Je ne suis pas sûr que Twitter soit une crypto-monnaie. Donc, il faut précisément qu'on évite de donner l'impression qu'un certain nombre de difficultés ou un certain nombre de spécificités ou d'observations que l'on fait sont spécifiques aux crypto-monnaies. C'est propre à l'environnement financier international, quelle que soit la poche ou la fenêtre dans laquelle vous entrez. Mais je voudrais dire autre chose. Il y a ce qu'on appelle dans l'évolution des peuples le leapfrog. Le leapfrog, c'est le saut de grenouille, c'est le bond de grenouille. Un peuple, pour rattraper son retard sur un autre, n'a pas besoin de passer exactement par les mêmes étapes. La technologie permet de procéder à ce qu'on appelle le leapfrog. La Chine n'a pas mis 3 siècles pour rattraper son retard sur l'Occident. En utilisant les prouesses et les progrès technologiques, la Chine, en 35, 40, 50 ans, a rattrapé le retard et a dépassé de fois 1000 le retard qu'il avait sur un pays comme le Cameroun, il y a 60 ans. Je ne sais pas si on se comprend. Donc le leapfrog va permettre, il ne faut pas refuser aux pays d'Afrique la possibilité d'utiliser les potentialités technologiques pour rattraper le retard. Le problème, l'observation que je fais, c'est que l'on donne l'impression que pour arriver à une monnaie africaine, il faudra absolument passer par les canons que nous ont indiqués la science économique du colon. Le colon nous a indiqué exactement comment on faisait la monnaie, quelles en étaient les caractéristiques. Peut-être devons-nous accepter de procéder à une interrogation de l'ensemble des préceptes qu'ils nous ont indiqués. Parce que si tu veux te soigner avec le remède que te donne celui qui t'a empoisonné, tu vas mourir 2 fois plus vite. Donc, il faut que nous réfléchissions. Merci pour l'image. Allez, on chute. On va chuter pour dire que... le Bitcoin n'est pas africain aussi. Je suis d'accord. Et c'est en cela que nous disons que c'était ça votre chute quand même. Et je suis d'accord. Restons sur la chute. Oui, c'est ce qui va nous permettre d'avancer. C'est-à-dire que aujourd'hui, Sango n'est pas juste une crypto-monnaie. Ce n'est pas une crypto-monnaie. Sango est un écosystème que met en place la Centrafrique. L'idée, c'est la transition vers qu'est-ce que le président Touadéra peut faire pour que les autres pays d'Afrique le rejoignent. Il ne peut rien faire, en dehors de communiquer, en dehors d'essayer de leur parler, mais il ne peut rien faire pour motiver les autres présidents. Sauf que lui n'a pas envie de rester là à attendre que 14 personnes soient d'accord. Il commence par un processus transitoire qui consiste à dire je légalise le Bitcoin, je mets en place un écosystème qui permettra qu'autour on utilise le Bitcoin, mais il est en chemin. Si vous observez très bien, vous lisez le white paper, il est en chemin vers le lancement d'une banque centrale centrafricaine qui va émettre une monnaie. Parce qu'une fois qu'il va... Une banque centrale numérique. Une banque centrale numérique, bien entendu. Dès que ce processus va avoir l'adhésion de tous, eh bien, ce sera beaucoup plus facile de mettre en place une banque centrale numérique et de lancer un jeton qui va permettre à la Centrafrique de circuler de façon extrêmement autonome. Et puis sur le jeu, je sors véritablement par la rime, tu me permets, sur le jeu des risques, on a parlé du risque pédagogique. D'accord. Mais une fois encore, on se comporte comme si on a créé une école de Facebook, de Twitter, de TikTok, comme si on a créé une école de Orange Money. Il n'y a jamais eu ça dans un livre d'école en Afrique. Les Africains s'en servent. Il ne faut pas minimiser la capacité des Africains à intégrer les processus de développement et surtout lorsque ça leur profite. Donc, d'un point de vue pédagogique, il n'y a quasiment pas de risque. Mais s'il y en avait, il peut être résorbé facilement. Le risque de volatilité que l'on agite, c'est un risque existant. Il va exister à court terme et même s'il existait à moyen terme, il n'est pas dangereux en ce sens que la volatilité, c'est quoi? C'est que si vous regardez les crypto-monnaies, elles suivent toujours une courbe sans cesse répétitive à la hausse. C'est-à-dire qu'une monnaie part de 0 à 10, de 10 à 6, de 6 à 15, de 15 à 11. Donc la courbe est sans cesse répétitive, mais en croissant. Donc la volatilité est à la fois, c'est comme une pièce, c'est à double face, c'est à la fois ce qui peut permettre, qui peut faire que les gens aient peur de mettre de l'argent parce que ça va baisser, mais c'est la baisse qui appelle la hausse. Et le risque de criminalité, c'est que
financement du terrorisme, blanchiment d'argent. Mais il est clair dans le rapport de FinCEN et de toutes les autres agences, il est clair là-dedans que les crypto-monnaies ne servent moins au blanchiment d'argent que la finance classique. Que la finance classique. Donc, on a perdu... Maître Franklin, merci. Bon, merci. C'est à croire que je pense que Satoshi lui-même n'aurait pas eu autant d'à propos sur cette affaire de crypto-monnaie. Ils sont même très étonnés en tout que cas, les Africains puissent les défendre mieux qu'eux-mêmes. Continuons donc de rêver, c'est le même mot, et peut-être ce rêve prendra-t-il la direction des crypto-monnaies. En tout cas, en Centrafrique, Sango est désormais opérationnel, une monnaie de référence, le Bitcoin, adopté de ce côté-là pour s'affranchir, on l'a dit en début de cette émission, de l'impérialisme économique encore en vogue sur le continent africain et qui s'exerce avec autant de criminalité dans ce pays aux richesses inouïes. Merci, cher monsieur, d'être passé sur ce plateau ce matin pour éduquer l'Afrique sur ce qui s'apparente, et je vais reprendre l'expression, à un rêve qui est attaché à des valeurs sûres, avec certitude, vous l'avez expliqué, docteur Douma. Merci en tout cas d'être passé. Docteur Yamb. C'est fini? Déjà. Déjà. Oui. Est-ce que tu sais que, parce qu'il est bon que les gens le sachent. Dites-nous. Est-ce que tu sais que dans la loi, la Centrafrique, dans sa loi, la Centrafrique demande à la BEAC de faire son boulot. Oui. Dans son article, dans le chapitre 3, article 5, il demande à la BEAC de faire son boulot parce que la BEAC doit s'assurer les points CDE de la loi, libre circulation monétaire, liberté des transferts, mesures d'harmonisation des législations bancaires, financières et du régime de change, procédure de mise en cohérence des politiques de change. Alors, la Centrafrique, dans sa loi, dit, moi j'ai mis quelque chose en place chez moi. S'il vous plaît, votre rôle, c'est de faire ça, c'est d'harmoniser les législations. Harmoniser ma législation avec la législation sous-régionale et les législations des autres pays, c'est faites des procédures, mettez en cohérence ce que j'ai chez moi. J'ai dit, désormais on utilise les safou, désormais on utilise les fruits noirs chez moi. Eh bien, faites en sorte que mes fruits noirs soient cohérents avec les monnaies des autres pays. La BEAC doit juste travailler, ils doivent juste se mettre au travail. Parce que la Centrafrique, c'est l'œil de l'Afrique. C'est trop compliqué. Merci. Allez, depuis Bangui, on nous a certainement suivi avec beaucoup d'intérêt. N'Djamena aussi. De toute manière, toute l'Afrique est scotchée sur DBS Télévision pour le programme matinal DBS Matin en vue d'éveiller, de réveiller les consciences. Et merci, Maître Franklin. Je pense qu'on va vous ajouter un petit pseudo à la fin de cette émission. Docteur Béni-Chris, vous avez été la seule voix, je ne vais pas dire discordante, mais non, qui... qui a permis, voilà, merci, qui a permis de poser des réserves, somme toute légitimes. Il pose des bonnes questions qui permettent de lui dire qu'il y a les réponses. En fait, c'est pas des réserves, c'était des questions. Merci. Des réserves, je suis l'État, je rappelle encore, sur ce plateau. Merci d'être passé. Et quant à vous, chers Africains, continuez à rester des nôtres. L'ignorance, c'est le malheur. Il a longtemps été peut-être notre pire ennemi. Désormais, nous avons les yeux grands ouverts, ce qui ne nous empêche pas de rêver. Alors, rêvons et rêvons grand de cette Afrique unie, de cette Afrique libre. Et peut-être, qui sait, le début commence par l'adoption de la crypto-monnaie. Nous serons encore là demain. S'il plaît à Dieu, prenez soin de vous, prenez soin des autres. Et toi, l'État, tu es le peuple. Il est. Oui,